Rose crosses over the fadeaway. Take me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à tous, bienvenue en ce jour de match 2 des finales NBA, opposant bien sûr le Heat de Miami au San Antonio Spurs de notre Tipeee national. Alors qui pour l'emporter ce soir, D-Wade l'a très bien fait comprendre, la défaite est interdite, donc on va pouvoir suivre ça dès ce soir. Mais avant d'y revenir, on va faire un petit débrief là-dessus, mais avant d'y revenir, laissez-moi vous présenter mes deux fidèles acolytes qui sont avec moi aujourd'hui. Tout d'abord Guillaume, que vous retrouvez sur basketinfo.com. Salut Guillaume. Salut Antoine, salut à tous. Ça va Guillaume? Je suis un peu déçu de la défaite d'Indiana, mais je tiens le coup. Voilà, je voulais y revenir avec toi. Bon, est-ce que ça s'est passé quand même cette défaite pour toi? Ouais, ça va, c'était un peu à cause des arbitres, mais on n'en parlera pas. Et Nico qui est là aussi, Nico, basketinfo.com et puis unlimitednba.blogspot.com. Salut Nico. Ouais, salut à tous. Bon, toi ça va, toi tu as meilleure mine depuis que les Pacers sont écartés du reste des finalistes. Bah ouais, non, mais effectivement, j'ai un peu peur de devoir ravaler mes paroles sur l'Indiana, tout ça. Mais maintenant ça va. Parce que Guillaume a failli nous l'emporter là contre nous. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Au programme aujourd'hui, la question des auditeurs comme d'habitude. On verra de quelle manière nous pourrons répondre à vos questions. Ensuite, on fera un petit point sur les Pacers, dont on vient de parler, qui se sont inclinés en 7 matchs face au Heat. Et puis un petit débrief du premier match des finales entre le Heat et les Spurs. Et puis ça nous permettra de donner un petit peu notre impression, notre sentiment sur ce premier match, sur ce qui nous a donné un petit peu un aperçu, je pense, de la série future. On verra si le Heat arrive à inverser la tendance. Puis voilà, si vous êtes prêts les gars, tout de suite on va commencer avec la question des auditeurs. On est prêts. C'est parti, jingle. Rose crosses over the fadeaway. Allez, c'est parti, on est de retour tout de suite avec la question des auditeurs. Donc, première de Bibi, on apprend que les Grizzlies ont parlé avec George Karl. Serait-ce une bonne chose pour les Grizzlies? Les gars, les Grizzlies qui sont à la recherche d'un coach peut-être? Ouais, je sais pas, la bonne chose c'était peut-être garder Lionel Hollins, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, parce que pour l'instant on parle beaucoup d'autres coachs, mais est-ce que Lionel Hollins c'est pas la meilleure solution? Moi je l'avais dit la semaine dernière. Je trouve que Hollins quand même atteint ses limites et on l'a vu sur le tour précédent dans ses rotations, dans ses recherches d'adaptation face à l'adversaire. On avait vu qu'il était pas dedans, il recherchait toujours comment faire marcher cette équipe alors qu'on était quand même en finale de conférence. Il était censé avoir quand même des certitudes. Et puis surtout, je pense qu'il va être convoité par des plus grosses équipes et que Memphis a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dessus. Donc George Karl, ça peut être la belle opportunité. Oui, on parlait justement peut-être des Clippers, des Nets pour lui. Est-ce que est-ce que lui aurait envie de ces ailleurs-là peut-être? Alors déjà, je voudrais revenir sur Hollins, ça entre guillemets faillite en play-off. Faut pas trop en vouloir aux entraîneurs parce que on a le droit de se planter. Ils ont le droit de progresser aussi. Ça vient avec le temps. C'est la première fois qu'il allait si loin avec une équipe de Memphis qu'il ne connaissait pas non plus les qualités au plus haut niveau. Tu disais Guillaume qui connaissait son équipe, mais c'est quand même un contexte assez différent de ceux dans lequel il a l'habitude de jouer, et aussi c'est vrai. Le contexte est différent pour les joueurs aussi. Eux aussi ils sont pas habitués à ça, donc forcément je comprends pourquoi il était un peu dans le flou et qu'il sait pas trop quoi faire, d'autant plus face à une équipe comme San Antonio quoi. Oui, après il y a quand même eu des dossiers assez chauds qu'il a pas réussi forcément à très bien traiter. Au cas Tayshaun Prince, qu'il aurait peut-être dû enlever de la rotation ou réduire son rôle beaucoup plus tôt que ça dans les playoffs, depuis à mon avis le second tour. Il y a le cas Tony Allen qui est un bon défenseur mais qui pénalisait énormément en attaque, donc comme tu dis, on peut pas trop lui en vouloir, mais il y a quand même certains points sur lesquels on peut. Oui, vas-y. Est-ce que c'était pas double tranchant pour lui de retirer Tayshaun Prince de la rotation en l'ayant
en ayant fait des pieds et des mains pour l'avoir en milieu de saison contre Rudiger. Est-ce que ça aurait été assumé? Oui, enfin, dans un sens, je comprends ce que tu veux dire. Il faut quand même assumer, comme tu dis, ce choix d'avoir transféré Rudiger pour Tyson Prince. Bah, en gros, si tu le retires de la rotation, avoir comment dire, transféré Rudiger pour rien. Oui, mais à un moment donné, est-ce que tu peux pas aussi t'asseoir sur ta fierté et sur le fait d'assumer ça, parce que t'es quand même en finale de conférence et il faut réagir, tu vois? Ouais, c'est vrai, non mais m'engueule pas, hein, je vais lui passer un petit coup de fil pour lui dire. Non, mais tu vois Antoine, tu vois où je veux en venir. Oui, non mais bien sûr. Non mais bien sûr, non mais je suis. Aurait dû jouer 45 minutes point barre. Exactement. Ah non, là, je pensais même pas à ça. Non. Si, Quincy Pondexter aurait dû prendre la place de Tyson Prince. C'est tout ce que tu voulais, toi. J'irais même plus loin, il aurait dû faire meneur, arrière, ailier, 4 et 5. Non, ceci dit, si lui il a envie de rester à Memphis, il a déclaré souvent, mais Memphis a pas l'air de vouloir le conserver. Donc c'est assez ambigu, je trouve. Oui. Après, ce qui se passe dans les vestiaires, parce qu'apparemment il est ressorti quelques rumeurs de problèmes relationnels avec Zach Randolph. Ouais. Effectivement, ça peut être un motif j'allais dire licenciement, c'est pas vraiment le cas, mais de départ quoi, de rupture de cette entre le coach et l'équipe. Tiens, bah d'ailleurs, à la place d'un GM, est-ce que vous privilégieriez plus Zach Randolph que Lionel Hollins? Dans le sens où t'as quand même des super coachs qui sont disponibles cet été. Je pense à George Karl, à Brian Shaw aussi, l'assistant des Pacers, Oui. Qui était assistant aux Lakers pendant tous les titres. Je pense qu'il y a quand même du beau monde sur le marché. Et Zach Randolph a quand même, je pense, 2 ou 3 bonnes années à tirer. C'est pas non plus scandaleux de privilégier Zach Randolph, quoi. D'accord. Cette équipe a été façonnée par Hollins et je sais pas si un autre coach arrivera à aussi bien s'en servir que lui, quoi. Oui, c'est vrai aussi, oui. Je sais surtout pas si un autre coach arrivera à faire la même chose, à arriver en finale de conférence avec une équipe de Memphis. Ce qui n'a jamais été fait auparavant avec cette équipe-là. Donc c'est vrai que pour ça, bon déjà on peut lui tirer notre chapeau et c'est vrai que faut pas lui jeter la pierre par rapport à la finale de conférence. Il faut voir aussi tout ce qui s'est fait avant. Bon en tout cas là-dessus on verra. La question c'était sur George Karl. Est-ce que ce serait un bon remplaçant pour Lionel Hollins à là-bas? Quand on voit ce qu'il a fait avec cette équipe de Denver, coach of the year. J'ai un peu du oui, mal. C'est un peu la maladie. Oui, non, j'allais dire vite fait, c'est juste. Ah pardon. Vas-y. J'ai un peu du mal à imaginer George Karl dans cette équipe qui est plutôt dans un style avec un jeu sur demi-terrain et très fort sur l'intérieur. Lui qui, à la plupart du temps, quand il a réussi, c'est au contraire avec plutôt un jeu d'extérieur en fait. Du coup, je vois pas trop coller avec ça. Après, c'est un grand entraîneur. Je doute pas de ses capacités de s'adapter ou quoi. Mais je pense que ça reste un pari. C'est vrai. Tu faisais référence donc à l'époque finale de Seattle Supersonics. Ça, Milwaukee Bucks aussi, Milwaukee Bucks, et Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell. Hein. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Après George Karl, oui, c'est vrai que ça a été un petit peu. On sait que c'est un très bon coach, mais ça a été un petit peu la poudre aux yeux cette année. Le coach of the year un peu entaché avec cette défaite au premier tour. Est-ce que George Karl s'est fait virer entre guillemets au très mauvais moment de sa carrière après une élimination comme ça? Je pense pas que c'est le mauvais moment de sa carrière parce que justement, il a été coach of the year. Dans cette situation, au final, c'est un peu la victime. L'opinion générale est pour lui, hein, c'est injuste qu'il se fasse virer comme ça. Et je pense qu'un entraîneur de ce renom va facilement trouver une place dans une autre équipe, a fortiori dans une intersaison comme ça où beaucoup d'équipes recherchent un nouveau coach. Mais faut quand même souligner que c'est une malédiction. Cette année, il y a Vinny Del Negro, meilleure saison pour les Clippers, il se fait virer. Le coach de l'année, George Karl, il se fait virer. Et oui, mais c'est dans des équipes, on est d'accord, qui avaient des attentes nettement plus hautes et qui voulaient plus. Donc ouais, c'est vrai. Mais est-ce que maintenant c'est pas la loi du tu réussis pas tout de suite, on te vire. C'est pas un peu ça la loi là, en ce moment? Il y a un peu ça, mais je pense qu'il y a un effet, c'est qu'il il y a pas mal de coachs, très bons coachs disponibles. Et je pense que les gens se disent, on va peut-être profiter de cette occasion d'avoir des très bons coachs disponibles pour se caler plusieurs années avec un vrai bon coach. Est-ce que vous pensez que c'est une année justement à coach européen? Un peu, je pense à David Blatt par exemple, ancien coach de la Russie, tous ces coachs là qui. Est-ce que vous pensez pas que c'est une année justement propice à intégrer des nouveaux coachs? Je pense pas.
parce que toutes les équipes sur lesquelles on pressentait des coachs européens ont déjà enrôlé un Américain. Je pensais à Atlanta, je pensais à Milwaukee ou des équipes comme ça. Et je pense que sur des grosses écuries, donc celles qui restent, Brooklyn, les Clippers, Memphis, ça va chercher de l'entraîneur de renom américain. Bon, en tout cas, on verra la suite, mais pour l'instant, George Karl pour les Grizzlies, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure des options. Jérôme, donc, qui nous demande, Danny Granger a déclaré vouloir revenir dans le 5 des Pacers. Est-il un doux rêveur? La question est bonne. La question m'a fait un peu rire d'ailleurs, même aussi. Danny Granger, donc, il voudrait revenir dans le 5 en lieu et place, je dirais de Paul George. Hein. Est-ce que ça serait une bonne chose pour les Pacers à l'heure actuelle? Mais je crois que Indiana avait fait ça avant, mettre Paul George en 2 et donc Granger en 3. Oui, c'est ça. Hill en 1, George en 2, Danny Granger en 3. C'était même Darren Collison en Ah oui, c'était Darren Collison, autant pour moi. Ouais. Ça date, ouais. Donc, les gars, est-ce que vous voyez Danny Granger faire son retour dans le 5 ou vraiment... Ouais. Je pense que Granger peut être intégré, tant en jouant en 3 avec George décalé en 2, aussi peut-être un peu en 4 dans avec un véritable small ball, c'est-à-dire qu'il jouerait vraiment un 3 mais en étant 4. D'accord. Sur séquence, hein. Toujours pour avoir ça offrait une belle flexibilité à cette équipe. Mais je pense surtout que Indiana va essayer de le transférer. Donc ça va pas être facile. Donc s'ils n'y arrivent pas, ils vont le garder, ils vont essayer d'intégrer, d'utiliser l'atout qu'il est pour l'instant. Mais je pense quand même que ce sera vraiment dans le cas où ils n'arriveront pas à le transférer. Non, moi je pense pas qu'il ait une chance, d'une part parce que Paul George est en train de... Il a déjà un volume de jeu assez impressionnant, mais il va encore continuer à s'améliorer, à progresser. Et je pense surtout que justement c'est le bon moment d'obtenir quelque chose en échange de Danny Granger, puisque Indiana semble avoir trouvé son équilibre, pas avec Paul George, mais avec Lance Stephenson en poste 2. Je trouve que c'est plus équilibré. Je trouve que Paul George correspond mieux au poste 3. Voilà, je pense qu'il y a un échange à venir. Mais disons qu'il a le volume et la dimension adéquate pour un poste 3, moi je trouve. Après, est-ce tout à fait d'accord, c'est un 3. Le truc, c'est que Granger sera pas si facile que ça à transférer avec son gros contrat, oui. c'est sûr. Et quand même, il était assez critiqué pour son niveau de jeu ces derniers temps. Donc je pense qu'il sera vraiment très dur à transférer. Et puis du coup, ils vont avoir d'autres choix que de le garder avec eux. Et au moins essayer de faire une meilleure fortune que ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc essayer de l'intégrer, en réduisant certainement son rôle et en privilégiant un peu plus Paul George, mais quand même en essayant d'en tirer le maximum. Est-ce que Paul George pour vous, Danny Granger pour vous, c'est pas l'ailier qui pourrait se mouler dans une équipe comme les Clippers par exemple, avec qui pourrait être un appui solide au poste 3, là où actuellement c'est pas mauvais, mais c'est pas du tout bon. Est-ce que ce serait pas un complément idéal pour une équipe comme ça? Je dis les Clippers, mais ça peut être autre chose. Hein. Non, c'est vrai que c'est une bonne comparaison, une bonne destination que tu as choisie, parce que c'est le genre de joueur qui a des qualités indéniables au scoring, mais qui à Indiana a dû assumer un rôle de franchise player, voilà. Qui n'était pas le sien. Alors une fois à Los Angeles, chez les Clippers, donc tu disais dans ce rôle d'ailier scoreur mieux que Caron Butler, oui, ça peut le faire. Ouais. Ouais. Est-ce que voilà, je vois pas comment le transfert peut se faire concrètement. Non, concrètement, mais après, j'entends par là, évidemment, c'était les Clippers à titre d'exemple, comme meilleure destination pour lui, comme style de jeu. N'importe où, il y a le problème et pas là. Dan Granger peut effectivement être un 3 titulaire vraiment de très grande qualité, surtout s'il est débarrassé de son obligation de prendre des tirs difficiles. Oui, et entre guillemets de la clutchitude, quoi. Oui, puis ça, on est bien d'accord. Mais là, le problème, c'est je pense pas qu'il aura l'occasion d'avoir une telle situation à cause de son contrat qui le rend pratiquement intransférable. Bon, et est-ce que vous savez concrètement jusqu'à quand court son contrat? Si tu me donnes une petite seconde, je vais te dire ça. Parce que ils pourront pas, enfin les Pacers pourront pas faire ad vitam aeternam avec Paul George et Danny Granger. Ils vont tout de suite faire des choix et ça serait un peu ridicule de laisser Danny Granger sur le banc. Même si ça ferait un 6e homme de luxe, je suis pas sûr que... À la limite, Antoine, tu sais, je préférais le voir en sortie de banc apporter son scoring, comme il l'avait fait sur les 5-6 matchs là, dans la saison où il était pas blessé, où il prenait quelques shoots sans être le go-to guy. Je préférais le voir dans ce rôle de 6e homme plutôt que de le mettre dans les pattes de Paul George, qui a vraiment l'air
d'exploser en fait au niveau de prendre de l'importance dans le volume de jeu, dans l'équipe et tout. Je préférais carrément le voir en 6e homme. Alors Danny Granger, son contrat se termine en fait l'année prochaine en fait, donc il reste une seule année. Ouais, donc ouais, alors c'est ça. Est-ce que les Pacers n'ont pas intérêt justement, ça pourrait être, alors si c'est une seule année, ça pourrait être un bon joker pour les Pacers d'essayer de le faire jouer 6e homme et d'avoir un banc quasi inédit quoi. Ce serait peut-être une bonne chose. Oui, et puis c'est ce qui leur manquait, c'était un scoreur en sortie de banc qui leur manquait principalement pour soulager un 5 de départ qui jouait beaucoup, énormément même. Donc ouais, c'est une bonne solution. Ouais. Oui, et puis un 5 de départ qui par moment avait des baisses de régime en niveau attaque. Oui, ou qui était emmerdé par les fautes. Voilà, ouais, c'est ça aussi. Bon, très bien. On va souhaiter à Danny Granger bon courage pour revenir dans le 5, mais en tout cas c'est pas impossible que cette année il fasse encore partie du roster des Pacers et qui justement peut avoir un petit rôle, soit un bon rôle en sortie de banc ou soit le casse-tête pour Frank Vogel, à savoir comment reformer le 5, mais bon, on verra, on suivra ça. Dernière question, Minnesota, donc une question de Guillaume. Minnesota voudrait absolument Victor Oladipo selon certaines rumeurs. Peuvent-ils proposer un pack avec Derrick Williams pour un premier tour de draft cette année pour obtenir Oladipo justement? Est-ce que vous imaginez vraiment les Wolves échanger comme ça direct quelqu'un de leur formation pour un futur drafté? Moi, je penserais que oui, évidemment, parce que je trouve que Derrick Williams, même s'il montre des progrès ces derniers temps, il reste toujours sur le poste de Kevin Love, donc dans tous les cas, il y a un problème. Et il est pas non plus si intéressant que ça en ce moment non plus. Donc il est aisément transférable. Et puis effectivement, Oladipo est vraiment un pur role-player qui ferait beaucoup de bien à cette équipe, qui est un gros défenseur avec en attaque une capacité à porter quelques points, mais vraiment sans le ballon, sans être du tout très sobre en fait. Très sobre. Ouais. Et puis il a même montré un très joli tir à 3 points cette année, donc ça peut être vraiment un très très beau complément à cette équipe. Moi le problème c'est pas plus est-ce que Minnesota voudra transférer Derrick Williams par Oladipo, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que les franchises susceptibles de drafter Oladipo voudront de Derrick Williams? Moi je pense que oui. Pour avoir Oladipo, je pense qu'il faut viser le 3e choix parce que sinon il pourrait filer avant. Et le 3e choix c'est Washington qui justement recherche un ailier a priori, hein. Et il pourrait se satisfaire de Derrick Williams plutôt que de Otto Porter, qui est pressenti donc pour la Washington. Ça peut être possible, mais franchement, ça serait un bon coup pour Minnesota parce que, comme l'a dit Nico, c'est vraiment le parfait complément à Rubio dans le backcourt. Ouais, alors après, tu me mets Derrick Williams en 3, je te parle plus. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Ah ouais, toi tu veux pas Derrick Williams en 3? Ah, jamais de la vie. Non, c'est pire que Josh Smith encore. Ou en 4, hein. J'ai dit 3, mais tu peux le mettre en 4 à Washington, il n'y a pas non plus... De toute façon... Ah oui, non, c'était pour Washington, d'accord. Moi, j'étais parti sur Minnesota. Moi, de toute façon, c'est Michael, j'ai la balle en 3, Minnesota. Donc, ne cherchez même pas. Ouais. Non, à Washington, oui, par contre, Washington, c'est vraiment un 3 qui leur manque. On est fourni dans la peinture, on est fourni au poste de meneur. Mais après, il y a Bradley Beal qui pourra sûrement faire quelque chose l'année prochaine. Ouais, mais justement, Derrick Williams peut apporter cette versatilité d'évoluer sur le poste 3 et 4. Moi, je suis pas sûr que Washington avoir un Derrick Williams en 3 soit la meilleure des solutions pour eux, mais... Je pense pas non plus, mais je pense que c'est envisageable, quoi. non, mais c'est probable. Je pense pas, mais c'est envisageable. Non, mais ok, on comprend bien ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, Minnesota peut-il, on va parler, ouais, clairement, est-ce qu'il peut quand même essayer d'aller viser Oladipo? Ils peuvent toujours essayer, hein. Moi j'essaierai à leur place, j'essaierai. Ça va pas être facile pour eux, ça va être très compliqué. C'est vrai. Après, le risque, c'est que les équipes qui pourraient drafter Oladipo voudraient peut-être demander Kevin Love à la place. Ah, oui, enfin là. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah là, moi c'est pas. À la place, de toute façon, à la place des Wolves, je pense qu'ils veulent toujours construire autour de Love. Donc à mon avis, un pack avec Love pour Oladipo, je le trouve un peu excessif ce pack quand même. Non, Nico, je sais pas. Non, on est bien d'accord que Kevin Love contre Oladipo, c'est ridicule. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec Kevin Love en tant que franchise player, donc j'envisagerais vraiment de le transférer.
mais il faudrait vraiment qu'il y ait du lourd en face, quoi. Oui, parce que tu peux pas transférer un Kevin Love pour un choix de draft avec. Je veux bien prendre Oladipo, mais il faudra m'envoyer Bradley Beal avec, peut-être John Wall, peut-être pas John Wall, j'exagère, mais. Non, il faudrait peut-être envoyer Bradley Beal et Néné à la limite. Peut-être, ouais. Bon, c'est peut-être un peu excessif aussi, mais bon, bref, ouais. Effectivement, faudra quand même que ce soit du big blockbuster de transfert. Ouais, je pense aussi. Bon, en tout cas, oui, une petite dernière chose. Et je dis ça, mais pourtant, c'est vraiment un joueur que j'essaierai de transférer Kevin Love, malgré la cote qu'il a actuellement. Et justement, ce serait même surtout vu la cote qu'il a actuellement. Ouais. Oui, je voulais profiter de que tout le monde ait un peu cette illusion Kevin Love est un franchise player pour le transférer. Exactement, ça je suis assez d'accord. Bon, en tout cas, on va rester là-dessus pour Minnesota. Oladipo peut-être dans les tuyaux, on verra ça. Nous, on va se retrouver tout de suite pour parler du dernier match des Pacers qui s'est tenu lundi, qui a été perdu. Et puis après, on parlera des Spurs et du Heat. À tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. Allez, on est de retour tout de suite pour le petit point sur les Pacers, sur le 8, le dernier match qui s'est tenu lundi. Donc les Pacers qui se sont fait éliminer au terme du 7e match. Un 7e match d'ailleurs. Bon, Guillaume, comment tu l'as trouvé ce match? Ben assez décevant, on pouvait s'y attendre vu que Indiana avait quand même pas mal galéré à Miami. Donc finalement la victoire logique de Miami qui a su hausser le ton. Voilà, qui a su hausser le ton au bon moment. Et puis surtout, est-ce que Indiana avait vraiment les ressources nécessaires encore ou avait vraiment déjà tout donné en fait? Non, mais à mon avis, c'est plus Miami qui a gagné que Indiana qui a perdu. Oui. Puis je vais un peu me lancer des fleurs, mais c'est un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. Mais vas-y, lance-toi des fleurs, y a pas de souci. Ouais, bien sûr, j'hésiterai jamais. À partir du moment où Miami a commencé à augmenter de quelques crans son intensité, et ça s'est notamment vu au rebond offensif, et en défense, à partir de là, c'était déjà fini pour Indiana. Je pense que c'était vraiment ça la clé. Et bon, Miami c'était le moment ou jamais de sortir cette intensité. Ils l'ont fait. En attaque, c'était encore un peu difficile, mais la défense a suffi pour justement mettre complètement à plat cette équipe d'Indiana. Et c'est vraiment ce qu'on attendait d'eux depuis le début de la série. Et là, on a vu effectivement, Indiana était bien en dessous de Miami dans ces conditions-là. Oui, Guillaume, ouais, est-ce que j'allais venir. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il a manqué à Indiana pour faire la différence sur ce match? Est-ce qu'il a manqué peut-être un peu d'expérience? Est-ce qu'il a manqué un LeBron James tout simplement? Ou qu'est-ce qu'il a manqué? Ouais, ça, je crois qu'il manque un LeBron James à 29 équipes sur 30. Hein. Non, ouais, je pense que il est arrivé en fait ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire que Indiana est retombé dans ses péchés en attaque, mais aussi comme l'a dit Nico, il faut reconnaître à Miami d'avoir forcé tous ces turnovers, toutes ces balles perdues. C'est en fait ce qui a fait déjouer Indiana. Et là-dessus, Miami a su en plus retrouver un jeu de transition, un jeu de contre-attaque très efficace. Et à partir de là, je pense qu'ils se sont envolés, et ils ne sont plus fait rattraper, quoi. Ouais. Il y a un petit truc que je dois rajouter, que bon, c'est pas vraiment pour ça que Indiana a perdu. Mais on parlait justement tout à l'heure de Paul George qui était sur le point de devenir le franchise player de cette équipe. Là sur ce match, je sais pas vous, mais j'ai un peu eu le sentiment qu'il s'était un peu monté le bourrichon et qu'il s'est un peu trop pris pour un franchise player. Pendant toute la première mi-temps, il a pas arrêté de prendre des tirs de franchise player, mais très mauvais, et qu'il n'a pas mis. Et du coup, je trouve qu'on a eu un très mauvais Paul George à des kilomètres de celui qui était beaucoup plus propre et beaucoup plus dans le flow du jeu qu'on avait eu jusque-là. Et qui lui... Guillaume, la réponse, oui. Guillaume, vite. Non, ça t'as totalement raison, et c'est d'ailleurs... C'est un piment, Antoine, t'as vu? Non, mais c'est son péché mignon encore, à Paul George. Parfois, il force... Non, je te dis, c'est encore son petit dernier défaut, c'est que parfois il force le jeu au lieu de le laisser venir à lui. Néanmoins, je noterai quand même qu'en face de lui, pour lui défendre sur lui, il y avait quand même LeBron James. Donc je pense qu'à partir de là, on l'a vu sur quelques matchs de la série, dont ce 7e match, grosse défense de LeBron James et Paul George qui a déjoué. Mais oui, on voit il manque encore un cran avant d'être franchise player, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que cette défaite va pas le remettre un petit peu dans je dirais pas dans le droit chemin, parce que je pense qu'il a pas besoin de ça pour voilà. Mais est-ce que ça va pas le remettre un peu à sa place et le reconcentrer, le remobiliser pour les prochaines années? Je sais pas, parce que c'est pas vraiment une grosse claque qu'il a pris individuellement, quoi. Il y a pas tout le monde qui lui est tombé dessus en lui disant bah voilà, t'as voulu faire ton franchise player, tu t'es planté. Je crois pas que grand monde lui ait dit ce genre de choses là, donc non, mais juste la défaite en elle-même.
une défaite en match 7 à un match des finales. Est-ce que ça va pas? Non, moi je pense au Ouais, contraire mais qu'il a déjà un petit peu le melon et que l'année prochaine, il va dire bon bah ça y est, maintenant c'est mon année, Danny Granger ou pas Danny Granger. Et je crains un peu qu'il arrive ce phénomène-là de je prends beaucoup plus de tirs des fils que je voudrais. Et c'est exactement la même chose qui est d'ailleurs arrivé à des joueurs comme Danny Granger justement et Rudy Gay en fait. Des joueurs qui sont passés de joueurs des vrais bons joueurs et qui en prenant l'étiquette de franchise player et notamment un gros contrat ont commencé un peu à trop s'appuyer sur leur talent naturel et plus à assez utiliser leur tête pour jouer quoi. Et ouais, c'est assez correct, mais j'apporterai la nuance que Paul George, c'est pas comme Rudy Gay ou Danny Granger, dans le sens où son volume de jeu est quand même beaucoup plus grand. Il est impressionnant en défense, en attaque, il sait quand même faire un peu plus de choses. Donc la comparaison n'est pas vraiment exacte, si tu me permets. Puis il a une présence au rebond, il a une présence sur le terrain, il est quand même un peu partout. Effectivement. Bon, est-ce que le secteur intérieur doit-il être retouché ou vraiment on a atteint le bon niveau là? Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu comme pour Memphis en fait. T'as un intérieur, donc Roy Hibbert et Marc Gasol qui sont la valeur montante, hein, très talentueux. Et puis t'as David West d'un côté et Zach Randolph de l'autre, qui comme je disais tout à l'heure, il leur reste encore 2, 3, voire 4 très bonnes années à tirer. Donc je pense qu'Indiana doit peut-être essayer de drafter un bon intérieur pour le futur, mais je pense qu'il faut garder David West qui est encore très important. Oui, parce Et qui oui. Vas-y Nico, tu peux... David West justement, il est en fin de contrat cette année, donc même s'il a plus ou moins dit vouloir rester, que je suppose qu'effectivement Indiana voudra le garder, c'est pas encore sûr qu'il reste non plus. Mais je pense que justement avec les playoffs qu'il a fait là, il a augmenté un petit peu sa valeur, il va pouvoir se positionner, il va pouvoir se mettre en position de force, j'ai l'impression, moi, par rapport aux dirigeants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Si, parce qu'en plus dans le 7e match, on a vu que Miami a fait beaucoup de prises à deux sur Roy Hibbert. C'est ça aussi qui a bloqué le jeu d'attaque des Pacers. Et David West a su répondre présent à la place de Roy Hibbert avec un très très beau match. Donc ça prouve qu'enfin il est vieux, c'est le vétéran de l'équipe, mais il y a quand même de très beaux restes et je pense pas qu'il a des envies d'ailleurs et je pense pas qu'Indiana voudra le chasser quoi. Bon, et une marge de manœuvre d'après vous, est-ce qu'il y a encore une bonne marge de manœuvre pour Indiana? Est-ce qu'il est possible que l'année prochaine ces mêmes joueurs arrivent à la finale? Personnellement, j'aimerais bien changer le poste 2. Je sais que Lance Stephenson s'est fait un peu monter, a vu sa cote augmenter assez joliment. Oui, puis c'est aléatoire, quoi. Ça reste très très aléatoire, puis je crains un peu de compter sur lui, moi, personnellement. Et je pense qu'il y aura quelques joueurs assez intéressants sur le marché des transferts, comme Oji Mayo, peut-être Eric Evans à petit prix, et j'ai un ou deux autres que j'ai pas en tête, qui pourraient peut-être vraiment apporter un peu plus de talent à cette équipe. Je pense qu'il manque un peu de talent malgré tout. Et ce serait peut-être sur ce poste-là que ça viendra. Ouais. C'est juste. Moi, je pense que pour équilibrer justement ce jeu en triangle et ce secteur intérieur dominant, je pense qu'il manquerait peut-être un vrai shooter à 3 points de standard international, quoi, tu vois. Après, Danny Granger sera peut-être ce joueur-là. Hein. Exactement. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est peut-être justement une possibilité pour lui pour l'année prochaine. Et puis de toute façon, Antoine, à la draft, il y a aussi moyen de choper du talent pour l'an prochain. Oui, Indiana qui a dans le 20e, 25e, je pense. Ouais. Donc oui, après par rapport au niveau de la draft actuelle, je pense pas ce sera un joueur sur lequel ils miseront sur les prochaines. Oui, mais enfin si c'est pour choper juste un tireur d'élite qui fait que ça, à la limite même en deuxième tour, il y a moyen de choper un très bon quoi. Un sniper. Ah ouais. Bon, en tout cas, on va arrêter là-dessus pour les Pacers qui ont donc éliminé malheureusement Guillaume. On est désolé pour toi. Et puis on va revenir tout de suite. Guillaume, c'est Indiana, ils sont arrivés, ils ont failli sortir Miami. Il est content, Guillaume. Hein. Oui, c'est vrai. T'imagines qu'en quelques jours, j'ai perdu Memphis, Indiana là. C'est vrai. Mais tiens, est-ce que t'étais du même avis que Roy Hibbert justement qui, je sais pas si vous avez vu cette petite conférence de presse où il s'est enflammé. Où il a dit aux journalistes c'est bien, vous nous avez pas regardé une seule fois de l'année et maintenant vous allez faire des commentaires sur nous. Ouais. Tu l'as vu cette conférence? J'ai vu, ouais, c'est assez correct. Hein. D'ailleurs, le coach lui-même, Frank Vogel, l'a dit à la fin de la série, on a perdu, mais on a au moins attiré l'attention sur nous, donc c'est déjà ça quoi. Ouais, et donc je pense que ça t'a fait plaisir ça. Ouais, bah de toute façon, moi je vais continuer à les regarder. Hein. Non, mais c'est vrai que je voulais le souligner ça parce que cette conférence m'a assez marqué et c'est vrai que dans le fond, il avait vraiment pas tort. C'est vrai mais j'aime pas trop les équipes qui se plaignent comme ça du manque de reconnaissance. Je veux dire,
San Antonio, Oui, non, ils ont mais c'est 4 vrai ou 5 titres, ils l'ont jamais ouvert. Il y a vraiment une différence de... Non, mais lui, sur le moment, sur l'instant, il avait pas tort dans le sens où, en répondant à une question, le gars se dit, bah écoutez, vous ne m'avez pas regardé une seule fois de l'année, maintenant, sur le fond, il a pas tort. Sur la forme, bon, voilà, c'est Bon, pas. Antoine, comme quoi, le seul média qu'il faut écouter, c'est l'écho des parquets, quoi. Parce que moi, je l'avais dit, hein. Ça fait Exactement. des Ça semaines, fait des mois que je l'ai dit. C'est moi qui l'en parle, c'est vrai. Ah ouais. Et ouais. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour parler des Spurs et du Heat. À tout de suite. Y'all gonna make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Kiss myself. MVP time. Et donc nous revoici tout de suite donc pour la dernière partie concernant donc les Spurs et le Heat qui sont tous les deux en train de s'affronter en finale en finale NBA tout simplement. Les gars, le premier match donc qui a eu lieu jeudi soir, premier match, victoire des San Antonio Spurs sur le parquet de Miami. Déjà, avant de commencer, dans l'ensemble, qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que c'est très serré? Est-ce que il y a une équipe qui est au-dessus? Est-ce que voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Déjà, j'ai trouvé que c'était un match typique de San Antonio depuis le début des playoffs, c'est-à-dire au début un peu moyen, on est un peu derrière, on reste derrière pendant un bon moment, mais sans être vraiment décroché. Et puis au moment où ça compte, on passe devant et on gagne le match. J'ai l'impression que ça a très souvent fait ça pendant tous les playoffs. Et du coup, ça me fait dire que San Antonio est vraiment en maîtrise en fait. C'est eux qui, même si on se rend pas compte, parce que Miami était devant pratiquement tout le match. Et c'est eux qui dictent le tempo du match en gros. C'est eux qui décident en fait. C'est ça que tu veux dire. Bah, je sais pas. C'est eux. Ils s'inquiètent pas. Ils sont derrière. Ils s'inquiètent pas et tout le temps et ils gagnent à chaque fois la fin. Donc c'est comme si ils laissaient un peu la main à l'équipe adverse pour mieux la reprendre derrière. Et je trouve ça très sournois et vicieux et c'est pas bien. Je suis d'accord sur la dynamique de match qu'il y a eu, c'est exactement ce que tu as dit. Je suis pas convaincu que ça ait fait comme ça pendant tous les playoffs, mais ce qui est sûr c'est que Miami a très bien joué pendant 3 quarts temps et le 4e quart temps, ils ont rien fait quoi. Je crois qu'ils ont marqué 7 8 9 points je crois. C'est vraiment pas assez. Par contre, j'ai noté quand même que la défense de Miami a quand même su stopper le pick and roll de Tony Parker et Tim Duncan, donc c'est peut-être un signe d'encouragement, Antoine. Peut-être, mais c'est là qu'on peut dire que San Antonio a bien d'autres armes que le pick and roll entre Tony Parker et Tim Duncan, justement. Ouais, c'est là qu'il faut un peu nuancer la chose, c'est qu'il y a des points encourageants, bien sûr, certes, mais moi j'ai l'impression vraiment que San Antonio est un cran au-dessus, rien que sur le sens de l'organisation, c'est quand même, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même incroyable d'être aussi discipliné et je veux dire il y a pas un seul qui va aussi plus qui va la mettre plus haut que l'autre quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est Si, mais après je pense que Miami a une puissance de feu pure, intrinsèque, beaucoup plus impressionnante. Ouais. Sauf que là pour l'instant ils s'en servent mal, très mal. Je veux dire, Chris Bosh est pas présent, mais en même temps ça fait longtemps qu'il est pas présent. Mais je crois que Chris Bosh ça fait 1 an qu'il est plus présent en fait. Oui voilà, donc on est un peu embêté avec lui. Bon, Dwayne Wade est assez présent. Je pense qu'il peut l'être plus, notamment dans les autres comportements du jeu. Je pense que son impact doit être plus important à Wade. Et LeBron James, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en train de critiquer parce qu'il a pas assez scoré. Bon, il a juste pris 18 rebonds, fait 10 passes décisives et défendu comme un chien. Oui, non, c'est vrai. Non, mais après, on pourra pas s'en remettre éternellement à LeBron James, c'est sûr. Justement, on parle beaucoup en ce moment de l'époque Cleveland. James en a parlé dans une conférence de presse. Je me sens un peu comme à Cleveland. Il y a eu un petit peu de tension, vite fait. On n'est pas dans le vestiaire, mais on peut s'imaginer que c'est vrai. Moi, en regardant les matchs, j'ai vraiment l'impression, pas d'être retourné à l'époque Cleveland, mais j'ai vraiment l'impression que Chris Bosh et Dwayne Wade sont mais vraiment très loin du compte, honnêtement. Chris Bosh, Wade a réussi à répondre un peu depuis 2 matchs, le 7e match contre Indiana et ce premier match, mais ouais, Chris Bosh il y arrive pas quoi. Et je pense que c'est surtout un problème de réussite et de sélection de tirs, parce que quand tu vois qu'il prend 4 ou 5 tirs à 3 points dans le match, exactement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je le regarde encore, j'ai regardé le match encore tout à l'heure. Honnêtement, tu as une quel spécialiste, quel puriste. Non mais c'est pas ça, mais mais tu as une. Regarde 3-4 fois les matchs avant. Mais c'est un spécialiste. Non mais j'ai regardé celui-là juste avant, mais honnêtement, tu vois Chris Bosh qui est sans déconner, qui
t'as une attaque placée, t'as Chris Bosh qui est dans l'angle, il va pas aller chercher plus loin, le gars reçoit la balle, c'est tir à 3 points. Chris Bosh, c'est pas ton jeu, ça. Enfin, je sais pas. Je me demande. Il a un complexe en fait. Depuis 2011, il a un complexe quand Miami a joué Dirk Nowitzki. Et je sais pas si vous vous souvenez, à partir de là, il a dit il faut que je m'améliore à 3 points. Oui, c'est vrai. Et puis, non mais et l'an dernier, il avait tué Boston à 3 points en mettant 3 ou 4 vraiment très très bien dans les 2 derniers matchs. Mais depuis il arrose quoi. C'est vrai, je me rappelle de ça justement juste après cette finale perdue. Si je veux que mon équipe gagne, la clé c'est faut que je m'améliore à 3 points. Ouais, tu te souviens alors? Oui, ça c'était formidable. Mais ouais, c'est vrai. Moi personnellement, en regardant un peu, bon encore vous allez vous moquer, mais en regardant un peu tout à l'heure, je regarde l'équipe. Hein, franchement, honnêtement, l'équipe de Miami. Quand je vois Chris Bosh en dessous comme ça, mais vraiment en dessous. Quand je vois LeBron James qui est partout et Dwayne Wade qui fait un peu son truc, bon un peu comme tu disais Nico, un peu je me lasse si j'y arrive pas. À part ça, je sais pas si vous voyez l'équipe, mais on parle de Chalmers, on parle de Chris Andersen, on parle de Norris Cole, on parle d'un Ray Allen qui est encore bien, mais qui est encore un petit peu juste. L'équipe, pour moi, honnêtement, c'est pas une équipe digne d'une finale NBA. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. À part LeBron James, D-Wade, à la limite. L'équipe en elle-même, honnêtement, c'est pas une. Et Antoine, c'était un peu le pari de départ de la réunion du Big Three. Hein. On chope 3 grosses stars d'un coup. Quel accent? Big Three. 3 grosses stars d'un coup avec des contrats quasi maximum pour les 3. Le prix à payer, c'était forcément d'avoir autour des joueurs très faiblement payés. Du coup, c'était un peu, c'est vraiment le pari et Miami est censé vivre avec. Et encore, je pense qu'il y a en 2010, quand ils font ça, ils s'attendent pas à ce que des joueurs du calibre de Ray Allen ou Shane Battier baissent leur salaire pour jouer avec eux. Oui, c'est vrai. Mario Chalmers est pas si pourri que ça pour le joueur qu'il est censé être. Pareil, Norris Cole, tout ça. Donc Chris Andersen aussi. Moi, honnêtement, ma seule satisfaction, et pour les miettes qu'il arrive à utiliser, je trouve que Norris Cole est celui qui s'en sort le mieux. Mais honnêtement, même Chris Andersen un petit peu, mais je veux dire, cette équipe, quand tu la regardes, y a rien qui fait d'elle, je veux dire, comme Mario Chalmers ou Chris Andersen ou Joel Anthony vont soulever leur trophée, excuse-moi, je me dirais pas, putain, ces mecs-là, ils avaient une équipe, ils méritaient vraiment la victoire. Bah, franchement, non, il y en a pas un qui va, à part peut-être Chris Andersen, mais il y en a pas un qui va plus au charbon que, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des joueurs qui vont soulever un trophée, allez, les 3 quarts de l'équipe qui vont soulever le trophée, tu peux pas leur mettre le crédit. Je peux t'en trouver des comme ça qui ont joué avec Michael Jordan, hein. Oui, je suis d'accord, mais oui, mais à l'époque de Jordan, t'avais plusieurs joueurs qui se mettaient au service de l'équipe. Là, j'en vois pas des joueurs qui, parce que LeBron James c'est partout, mais à l'époque de Jordan, je pourrais t'en trouver quelques-uns quand même, au moins 5-6 dans l'équipe qui avaient vraiment un beau rôle à jouer. Là aujourd'hui, j'en trouve pas deux plus que Wade et James. Non mais comme je te disais, ça me fait un peu penser à l'équipe à l'époque en foot du Real Madrid avec d'un côté les Galactiques et de l'autre côté les joueurs moyens qui sortent du centre de formation. C'est exactement ça Miami. Hein. On a mis tous nos moyens sur 3 joueurs. Et autour, on fait des trucs de briques et de braques. Ouais, on rafistole, quoi, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est la stratégie de départ. Et c'était un peu vraiment le prix à payer d'avoir ce gros trio. Le seul truc, c'est que dans ce trio-là, il y en a un qui déjoue complètement et un qui est un peu, mi-figue, mi-raisin. En dents de scie, effectivement. Mais c'est pour ça que, cette année, l'année dernière, je suis pas aussi catégorique, mais cette année, dans ma tête, et je vois pas une équipe telle que celle-là être méritante pour un trophée. Voilà, c'est tout ce que. Bah quand même, t'es quand même un peu sévère parce que si Miami tient ce 4e quart-temps, je pense qu'on parle de Miami aujourd'hui comme d'une superbe équipe quoi. Et s'ils retrouvent leur réussite à 3 points, s'ils retrouvent la percussion avec Dwayne Wade et LeBron James, ça, je pense que ça peut gagner les finales quand même. Hein. Ouais, mais tu sais, à l'époque, moi je disais pareil de Cleveland, hein, c'était une très belle équipe aussi, hein, quand je voyais l'équipe de Cleveland avec Mo Williams, LeBron James. Ah oui, c'était une très très belle équipe, ouais. Ah, c'est pareil, c'était une très belle équipe. Oui. Mais je pensais pas non plus que ce soit une équipe de je sais pas, il y a un truc qui, attention, je parle pas là du tout je suis pas du tout hater de LeBron James ou de Miami ou quoi que ce soit. Je dis juste parce que cette équipe, honnêtement, LeBron James c'est énorme, voilà, il y a l'équipe est quasiment injouable, mais il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui, je trouve, ne méritent pas un trophée si jamais il est gagné.
Voilà. Après, c'est que le début des finales, je pense. Voilà. On va voir un deuxième match ce soir. On va voir comment Miami va réagir. Alors justement, vos impressions pour pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans ce deuxième match? Qu'est-ce qui peut être rectifié du côté de Miami, par exemple? Tu veux dire comme mettre des tirs ouverts, par exemple? Comme mettre des tirs ouverts, par exemple, exactement. Ouais, c'est ça, la réussite dont on parlait, ouais. Ouais. Est-ce que Miami, alors on va peut-être parler un petit peu du cas Spoelstra. Est-ce que Spoelstra a des ajustements? Quels ajustements pour vous a-t-il à faire là ce soir? Ben moi, ce que j'ai aimé dans ce premier match, il a d'ailleurs même fait sur le 7e match contre Indiana, c'est que il a retrouvé un peu sa propre identité, l'identité de Miami, c'est-à-dire mettre LeBron James, grossièrement mettre LeBron James et mettre des shooters dans le périmètre, alors qu'il avait essayé de s'adapter en jouant avec 2 ou 3 intérieurs contre Indiana. Là, il a recommencé donc contre San Antonio. Mike Miller est revenu dans la rotation. Je pense que, encore une fois, hein, les shooters sont là. Il y a plus que la réussite qui manque, quoi. Est-ce que vous savez que James Jones est toujours à Miami, hein? C'est fou, ça. Vous êtes au courant de ça? Un des meilleurs shooters à 3 points. Le mec est toujours dans la rotation. Enfin, il est pas dans la rotation, mais il est toujours dans le roster. Je sais pas si vous en rendez Ouais. quand même. C'est ça qui est énorme. Mais c'est vrai que là, je te rejoins sur ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord, et je sais pas si Nico va être pareil. Mais le fait que à un moment donné, Spoelstra avait réussi à trouver une pseudo-identité avec justement un point d'ancrage avec LeBron James et des shooters dans le périmètre et tout ça. Ça, c'était une très bonne idée. L'année dernière, ça avait marché avec James Jones contre Boston, ça avait marché avec Mike Miller en finale, ça avait marché, voilà. Et c'est vrai que je suis d'accord, cette année, il s'est un peu adapté à son adversaire. Et le mec a voulu répondre avec ses armes à lui, genre à l'intérieur. Je vais envoyer Joel Anthony sur Hibbert parce que moi aussi j'ai des intérieurs. Effectivement, ça a du mal à passer. On a vu le résultat, 7 matchs. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il doit pas revenir aux fondamentaux avec son équipe pour essayer de passer San Antonio, Nico? Ah, mais si, c'est une évidence que Miami n'est jamais aussi fort que quand il joue ce jeu atypique, qui est en fait du small ball en fait, hein, donc avec pas forcément de taille ni de grosse puissance à l'intérieur, mais beaucoup d'énergie et de qualité athlétique. Le problème là, c'est que ce système est vraiment le plus efficace quand tout le monde se donne absolument à fond. Et là, c'est un peu ce manque d'énergie qui, je pense, pêche pas mal dans cette équipe-là. J'ai un peu chargé Dwayne Wade, mais je veux dire, Chris Bosh, c'est pareil, qui prend 5 rebonds, je crois, le dernier match. Ouais. Même il en prend que 4. Si LeBron James est obligé d'en prendre 18, c'est énorme quand même. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est lui qui doit dépenser son énergie à ce genre de choses. C'est même pas la peine de compter Miami comme champion face à une équipe comme San Antonio. Donc c'est vraiment, je pense que le défi de Spoelstra sera vraiment de motiver tout le monde pour vraiment sortir toute l'énergie qu'ils ont et sur toutes les petites actions du jeu, et notamment les joueurs autour de LeBron James. Et si Miami fait ça, je pense qu'ils ont autant de chances de gagner le titre qu'un San Antonio. Après, San Antonio aura toujours une réponse d'une manière ou d'une autre, hein, donc ça, faut voir ça aussi. Moi, justement, à propos de San Antonio, parce qu'on parle beaucoup de Miami, moi, j'aimerais beaucoup voir à partir de ce soir San Antonio aller plus chercher Miami dans la raquette, un peu comme Indiana. Parce qu'ils ont les armes, ils ont Tim Duncan qui peut aller au poste bas, ils ont Thiago Splitter, ils en ont, et je pense que ça s'est pas fait assez. Non, mais ils ont Dewan Blair. Non, voilà, et comme Miami a trouvé la clé pour un peu gêner ce pick and roll qui marchait super bien contre Golden State et Memphis, oui, c'est ça. Mais tu sais que Dewan Blair et Boris Dio, Spoelstra, ils sont contents de lui, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Lui, c'est titulaire, hein. Il est d'accord, lui. Non, ouais. Je vois ce que voilà. Je pense que plus de jeux à l'intérieur, ça peut faire mal, quoi. Ouais, puis Antoine ne sous-estime pas le jeu de haut panier de Boris Dio qui, quand il se décide à le sortir, est vraiment d'une très très grande qualité. Faut juste qu'il en ait envie, quoi. Oui, mais ça c'est l'éternel débat quand il se décide à l'utiliser. Donc ça, ce sera pour une prochaine émission. D'ailleurs, on l'appellera directement pour lui en parler. Pas content. Non, mais sérieusement, je suis pour vite fait sur Boris Dio, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je te dis, à Miami, le gars pourrait être titulaire sans problème. Après, là où ça va être difficile pour San Antonio, c'est que dans ce format des finales, donc 2 matchs à Miami, 3 matchs à San Antonio et 2 matchs à Miami, c'est souvent difficile pour l'équipe du milieu. Imaginons que Miami gagne une victoire ce soir. Il leur suffirait d'en prendre une seule à San Antonio et puis ils seraient vraiment en tête, quoi. Quand tu parlais de l'équipe du milieu, mais tu parlais d'une équipe qui appartient à la mafia là ou un truc comme ça, je sais pas sûr. Non, mais tu sais que l'équipe qui prend les 3 matchs du milieu, donc c'est 2-3-2, c'est ça? C'est ça, ouais. Et l'équipe qui prend les 3 gagne rarement en fait. Mais l'équipe qui prend les 3, si je te dis honnêtement, si San Antonio gagne ce soir, t'es sûr qu'ils sont champions à San Antonio? C'est probable, ouais. Honnêtement.
Il y a une chose. Après, souviens-toi justement de Miami en 2006. Bon, on va pas tout refaire, mais. Oui, non, mais après, c'est sûr, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que moi, je pense que ça gênerait pas San Antonio d'aller, même si c'est égalité, ça les gênerait pas San Antonio d'aller gagner au match 6 ou 7 à Miami. Ouais, puis je pense que ce San Antonio-là, il est capable d'aller gagner des matchs en Sibérie, n'importe quoi. Mais tu sais que, honnêtement, avec ces deux équipes-là, donc les deux qui restent Miami et San Antonio, je pense que prendre des matchs à l'extérieur, c'est pas vraiment leur problème, franchement. C'est vrai, ouais. Je trouve que c'est d'ailleurs les deux meilleures équipes des playoffs à l'extérieur, il me semble. Ouais, et honnêtement, c'est vrai que quand je les vois jouer à l'extérieur, je me dis que c'est pas vraiment ça qui les perturbe. Enfin, puis un truc qui va jouer en faveur de San Antonio, je pense, c'est que c'est la fatigue de Miami, qui ont un jeu beaucoup basé sur l'énergie. Ouais. Et comme au moment il y a que la moitié qui donne vraiment son énergie, dont leurs meilleurs joueurs, j'ai peur que ces joueurs qui se donnent vraiment et sur lesquels tient Miami pour l'instant se crament assez vite, notamment avec une équipe de San Antonio qui sait bien jouer sur ce genre de choses. Et puis San Antonio a eu quand même 10 jours de repos, alors que Miami n'en a eu que 3 ou 4, quoi. C'est vrai. Mais justement, Wade l'a un peu dit en disant qu'il avait été un petit peu fatigué quand même de la. Non mais Wade quand il perd, il a toujours un truc à dire. Hein. Il était blessé, il était fatigué, parce que Boston était plus fort, ou il y a toujours quelque chose. Oh, très bien. Si vous avez rien à rajouter, peut-être avez-vous quelque chose à rajouter, je ne sais pas. Non. Très bien. Non, si vous n'avez rien à rajouter, on va pouvoir conclure là-dessus. On va regarder ce deuxième match avec beaucoup d'attention. Et je vous le dis, je pense que si San Antonio venait à gagner ce match-là, ce serait très difficile pour Miami de ne pas les sacrer champions à San Antonio. Honnêtement. Pour finir, justement, je me méfie un peu de ce genre de choses parce que, comme je disais, la clé pour Miami c'est l'énergie. Et je sais pas, perdre 2-0, je me demande si c'est pas là le moment où ils vont pas se sortir tellement les tripes qu'ils vont devoir prendre celle des spectateurs, quoi. Du coup. Oui, d'accord, mais ça c'est de la métaphore quand même. Oui, mais non, mais je vois mal San Antonio à l'inverse perdre 4 matchs d'affilée ou 3 matchs d'affilée, tu vois ce que je veux dire. Je mettrai pas d'argent dans ce pari, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai. Moi non plus, mais bon. Bon, en tout cas, on va pouvoir conclure là-dessus. Juste avant de conclure, donc pas de quiz aujourd'hui, on verra la semaine prochaine. Lisa nous écoute sûrement, donc big up. Moi, je tiens aussi aujourd'hui à faire un gros big up à Nanterre, on n'en parle pas dans l'émission, mais de la Pro, mais Nanterre champion de Pro, donc ça c'est pas quelque chose qui va parler à Guillaume, mais moi je fais un bisou à Raphaël Nadal qui vient de gagner un 8e Roland Garros. Voilà, mais en tout cas big up à Nanterre. Un bisou à ma mère parce que bon. Et puis big up aussi à Lucas qui est pas là et à Laurie. Voilà. Papa, est-ce que t'as eu mes clés ou pas? On embrasse tout le monde et on vous dit bonne semaine basket. Et puis merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Just gonna stand there. Oh, ho, ho! A fight down hard. One shot, one